Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être connectés. Donc, je m'appelle Jean d'Américain, je suis chef de service de la médecine intensive et réanimation à l'hôpital Louis-Maury à Colombes. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Hertig ce soir, qui est donc PUPH de néphrologie, qui a fait une très grosse partie de sa carrière à Tenon et qui est maintenant à l'hôpital Foch, qui a une très grosse expérience dans tous les aspects, on va dire, néphrologiques réanimatoires. Il a beaucoup collaboré avec les réanimateurs, également une grosse expertise en tout ce qui est pathologie rénale au sens large de la femme enceinte et donc de ses complications. Et donc, c'est à ce titre que je l'ai invité. Je remercie beaucoup d'avoir accepté de vous donner donc ce topo sur insuffisance rénale aiguë et prééclampsie. Vous aurez un topo par donc notre collègue de Lille, Merci Jourdain, la semaine prochaine, mais qui le fera plus sous un aspect de cas clinique. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de overlap, au contraire, une bonne complémentarité dans ces deux présentations. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Moi, je le surveillerai et puis je n'hésiterai pas à interrompre Alexandre si je pense qu'il y a besoin de clarifier un point maintenant. Et puis, évidemment, on aura un petit peu de temps en fin de présentation pour répondre plus globalement aux questions, mais encore une fois, n'hésitez pas. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de souci de son et que vous nous voyez et surtout que vous allez voir les diapositives d'Alexandre. S'il y en a juste un qui pourra nous faire signe ou nous dire que c'est OK. Et on va démarrer. Et Alexandre, je te passe la parole encore une fois avec tous mes remerciements et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne année 2023 avec plein de bonnes choses, tant sur le plan personnel que professionnel. Eh ben, Alexandre, c'est à toi. Merci beaucoup, Jean-Damien. Alors, je crois que là, vous allez voir mon diaporama, mais peut-être en mode présentateur, c'est ça? Ouais, il faut que dans le partage d'écran, il faut que tu choisisses. Voilà, peut-être ça. Ouais, Voilà. OK, là, c'est mieux. c'est parfait. Donc, merci beaucoup, Jean-Damien. Ouais, c'est un plaisir. En effet, la semaine prochaine, donc Merci Jourdain va vous parler de microangiopathie thrombotique et avec tous les problèmes de diagnostic différentiel que ça pose chez la femme enceinte. Moi, je vais un petit peu, on va dire, poser les bases du phénotype endothélial normal ou pathologique en fin de grossesse et ce qu'on appelle, quand il y a un phénotype parfois extrême, la prééclampsie. Juste, faites-le dans votre tête, hein, il y a pas de, j'ai pas mis de logiciel de sondage, mais voilà, qu'est-ce que vous répondriez à la question suivante? L'insuffisance rénale aiguë en fin de grossesse décroît et en fait médicamenteuse en général et directement influencée par le placenta, est en général une nécrose tubulaire aiguë et est-ce que ça nécessite souvent une biopsie rénale à visée pronostique? Donc, je ne vous laisse pas de temps, je donne la réponse que je ferai moi, en tout cas, parce que tout peut être discuté. Hein. Sauf que ça ne décroît pas, il y a de plus en plus de cas. Ça peut être influencé par des médicaments, mais c'est surtout lié au placenta, on va le voir. Dans l'extrême majorité des cas, il n'y a pas besoin de faire une biopsie rénale. Et le diagnostic histologique, c'est une nécrose tubulaire aiguë et qui, en général, récupère. Pourquoi l'insuffisance rénale aiguë est si fréquente chez la femme enceinte, tout particulièrement en fait à la fin de la grossesse? On va le voir, c'est à cause du placenta, mais la susceptibilité des reins en fin de grossesse, bien avant qu'on comprenne les mécanismes, elle est connue depuis très longtemps, depuis une expérience qui est un petit peu, qui est très ancienne, hein, vous voyez, 1934, mais qui est très, très importante parce que la fin de la grossesse et l'accouchement, c'est une circonstance, c'est peut-être même maintenant la seule circonstance où on voit encore des nécroses corticales, en général dans les catastrophes de l'hémorragie de la délivrance, mais parfois sans catastrophe. Et en fait, on sait que la grossesse joue vraiment un rôle clé depuis donc, 1934, où un anapathe autrichien avait fait une expérience toute simple. Il injectait du LPS pour induire un choc septique, comme vous savez. Ici, c'est chez le lapin. Et chez le lapin, pour avoir une nécrose corticale, qu'on peut voir chez les mammifères en cas de gros choc,
en fait, il faut injecter 2 fois de suite du LPS. Ce médecin avait remarqué que chez la lapine gravide, il suffisait d'une injection de LPS pour induire une nécrose corticale, ce qui montre que la grossesse est une circonstance qui sensibilise ou vulnérabilise l'endothélium rénal chez les mammifères en général. Alors, pourquoi la grossesse vulnérabilise les reins des patientes enceintes? C'est à cause du placenta, qui en fait est une sorte de lac de sang maternel où le sang utérin va arriver et puis les vaisseaux fétaux vont venir prendre l'oxygène, les nutriments, etc. Mais c'est aussi un organe qui est capable de sécréter des facteurs dont on va voir qu'ils sont plutôt anti-angiogéniques, c'est-à-dire qu'une femme enceinte normale qui aurait une grossesse normale, elle va baigner en fait dans des protéines placentaires plutôt anti-angiogéniques. Alors ce placenta, c'est un vieux truc, hein. Ça fait, vous voyez, 65 millions d'années, donc là, je n'aurai pas de diapo plus historique que ça, hein. Ça fait 65 millions d'années que la reproduction peut se faire autrement que par des œufs. Les œufs posant un problème, puisque dans un environnement, a fortiori où il y a des dinosaures, ils peuvent être écrasés. Et donc, il y a 65 millions d'années, il y a eu un nouveau mode de reproduction où on a mis la progéniture dans des sacs, soit externes, c'est les marsupiaux, soit internes, c'est les euthériens qui ont un placenta. Et ce placenta, que vous avez vu tout à l'heure un peu en photo, on va dire, en fait, il envahit l'utérus maternel. Et donc, vous avez des cellules placentaires qui ont le même patrimoine génétique que le fœtus. Hein. Donc, c'est génétiquement codé par le père et la mère. Les cellules épithéliales du placenta, quand le placenta se forme, vont envahir l'utérus maternel. Et chez la femme, l'invasion, elle est particulièrement profonde. Et vont venir rogner, en fait, les cellules musculaires lisses des artères spiralées utérines qui vont se jeter dans cette poche. Donc, le sang artériel arrive là, va encore une fois oxygéner, nourrir les villosités placentaires où il y a les vaisseaux fœtaux, et puis le sang va repartir par les veines utérines. Et les villosités placentaires que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais elles sont donc à l'intérieur, il y a les vaisseaux fœtaux, et elles sont recouvertes elles aussi par un épithélium qu'on appelle les cytotrophoblastes ou syncytiotrophoblastes quand ça fusionne pour former des cellules géantes. Et ces cellules épithéliales, elles fabriquent des trucs. Alors, on sait depuis longtemps, et c'était une observation histologique, que par rapport à une femme qui accouche normalement, à la fin d'une grossesse normale, et donc une femme dont le placenta a su envahir suffisamment profondément les artères spirales utérines, eh bien, les placentas des femmes qui vont accoucher dans un contexte de prééclampsie sont caractérisés par une invasion trop superficielle avec une pseudo-vasculogénèse, comme on dit, insuffisante. Donc, depuis très longtemps, mais c'est peut-être pas vrai, c'est assez mécanistique, hein, on imagine que c'est à cause d'une insuffisance du développement des vaisseaux placentaires que le placenta se met, répondant peut-être à une hypoxie, à fabriquer des protéines qui sont censées améliorer les choses localement. Et donc, on pense depuis longtemps que parmi ces choses, il y a quelque chose qui peut donner le phénotype clinique de prééclampsie, c'est-à-dire, après la 20e semaine d'aménorrhée, voir apparaître une hypertension artérielle, avec les mêmes normes que chez l'adulte non enceinte, 14,9, et une protéinurie. Pour la petite histoire, la protéinurie, vous savez, elle est dépistée par la bandelette urinaire une fois par mois chez les femmes enceintes. Une croix, ça correspond à peu près à 0,3 g par litre. La prééclampsie, elle est officiellement définie par l'association d'une HTA gravidique à une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures. Comme on est en 2023, on raisonne normalement en échantillon, et donc il suffit d'avoir un dosage supérieur à 300 mg par gramme ou 30 mg par millimole de créatinine sur un échantillon, ce qui permet de gagner 24 heures sur le diagnostic, parce qu'évidemment, si vous attendez la protéinurie des 24 heures, par définition, il faut attendre 24 heures. Mais pour votre information, il y a encore un petit
débat, ou on va dire une absence de consensus chez les obstétriciens français pour accepter que l'échantillon urinaire remplace complètement la protéinurie de 24 heures. Je pense que ce débat ne va pas durer très longtemps, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, nous, on raisonne sur un échantillon. Ce phénotype clinique, là, hypertension, protéinurie, c'est très fréquent. En France, c'est 4% des primipares, 2% des multipares. Donc, ça fait une grossesse sur 25 chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Et les anglo-saxons ont été jusqu'à reconnaître, bon, les Français vont probablement sortir leurs nouvelles recommandations là, jusqu'à reconnaître qu'il y a des femmes prééclamptiques qui n'ont pas de protéinurie. C'est-à-dire, elles ont une HTA gravidique, bon, ça c'est banal, mais elles ont une complication qu'on voit dans les prééclampsies graves, un HELLP syndrome, une insuffisance rénale aiguë, un œdème pulmonaire, une éclampsie, un scotome, des troubles visuels, etc. Enfin, pas un scotome, un flash. Et ça, évidemment, c'est des femmes qui ont un placenta qui fabrique plein de trucs. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de protéinurie en France, vous êtes un peu inclassé. Bon, évidemment, c'est des patientes qui ont la même chose et chez qui il faut indiquer la délivrance, c'est-à-dire la délivrance du placenta. Alors, que ce soit l'hypertension, la protéinurie, l'éclampsie ou l'atteinte endothéliale du foie, c'est-à-dire ce qui est le plus grave, le HELLP syndrome, on est dans une dysfonction endothéliale, qui est un truc un peu systémique. Et l'organe qu'on biopsie ou qu'on biopsiait autrefois, c'était évidemment pas le cerveau ou le foie de quelqu'un qui avait 10 000 plaquettes, mais c'était le rein quand les plaquettes avaient récupéré. Et le phénotype endothélial, il est expliqué par une lésion endothéliale. Hein. La prééclampsie, c'est quelque chose, c'est un syndrome vraiment associé à une lésion endothéliale organique qu'on voit bien dans le capillaire glomérulaire. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont fait de la néphrologie, vous savez que normalement, le capillaire glomérulaire, c'est le plus petit capillaire de l'organisme. Hein. On ne doit pas avoir de cytoplasme. C'est-à-dire que le but, c'est que les hématies traversent, oxygènent le rein, etc. Et là, vous voyez, c'est une biopsie d'une femme prééclamptique qu'on voit une espèce de ruban cytoplasmique qui, au passage, raccourcit un petit peu la lumière du capillaire glomérulaire. Et cette lésion-là, ce ballonnement du cytoplasme endothélial glomérulaire, on appelle ça l'endothéliose glomérulaire. C'est une lésion qui est assez subtile. Hein. C'est-à-dire, si je vous la montre à grossissement moyen, même si vous avez l'habitude de voir des biopsies rénales, vous allez dire qu'il n'y a pas de lésion. En fait, c'est assez subtil et ça se voit très bien à l'électronique, où au lieu d'avoir une lumière glomérulaire, lumière capillaire bien visible, ici, vous voyez, vous avez une hématie qui traverse et un noyau normal. En fait, vous avez un noyau énorme et un cytoplasme qui est plein de matériel cytoplasmique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le phénotype un peu extrême qu'on voit dans l'endothélium des femmes qui ont une prééclampsie. Mais si vous vous amusiez à faire une biopsie rénale à une femme enceinte non prééclamptique, vous verriez la même lésion, mais plus modérée. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça a été fait. Il y a une Suédoise qui a osé, évidemment, il ne faut pas le faire. Hein. Elle a été bannie des congrès scientifiques, etc. Mais il y a une Suédoise qui a osé biopsier des femmes enceintes à la fin d'une grossesse normale pour voir. Elle en a biopsié 12. Et en fait, on voit cette lésion endothéliale qui est donc liée à la grossesse, qui est une lésion, mais qui est une lésion physiologique. Donc, la prééclampsie, c'est l'exagération d'un phénotype normal. Petit QCM, encore une fois, à faire dans votre tête. La physiopathologie de la prééclampsie, est-ce que c'est en rapport avec une hyperactivation du système rénine-angiotensine, avec la production de facteurs anti-angiogéniques, de la répression de la production de monoxyde d'azote, qui est vasodilatateur? Est-ce que c'est que dépendant de la mère ou du couple? Ou est-ce que c'est complètement inconnu en 2023? En fait, la prééclampsie, c'est complètement compris en 2023. Pour ce qui est du syndrome maternel, le problème placentaire, là, j'en ai parlé, le défaut d'invasion, de vascularisation, il reste un peu mystérieux, mais
une prééclamptique est une femme qui a un placenta qui fabrique beaucoup de facteurs anti-angiogéniques qui ont l'effet de neutraliser l'effet du NO et donc neutraliser un tonus vasodilatateur, donc elles font de l'hypertension. Pourquoi je parle avec autant de certitude? Parce qu'au début des années 2000, il y a eu une découverte majeure qui s'est faite un peu par hasard, parce que tout le monde cherchait ce que fabriquait le placenta, personne ne trouvait, jusqu'à ce que les oncologues testent l'effet d'un anti-VEGF chez les hommes atteints d'un cancer du côlon. L'idée étant, le VEGF est un facteur angiogénique qui va permettre de faire des vaisseaux. Si on le neutralise chez les gens qui ont un cancer, on va peut-être avoir un effet anti-angiogénique, donc antitumoral. L'idée, c'est d'étouffer les tumeurs. Et en fait, ce médicament, c'est le bevacizumab, c'est un anticorps monoclonal anti-VEGF, l'Avastin, qu'on prescrit largement aujourd'hui. Et en 2002, voilà, à l'ASCO, il est rapporté que ça marche. Et vous savez qu'aujourd'hui, on donne beaucoup d'anti-angiogéniques avec les chimiothérapies antitumorales. Ça marche, mais un quart des malades, et là on parle d'hommes qui ont un cancer du côlon, ce n'est pas du tout des femmes, développent une hypertension et une protéinurie. Et en fait, un des néphrologues qui voit un de ses patients, Soukatmé, en parle un de ses collègues de Chicago, qui fait tout le temps des farces, Marshall Lindheimer, et qui lui dit, ton patient, il a une prééclampsie. Alors, c'était une blague, c'est de l'humour de néphrologue, mais en fait, c'était aussi une idée, puisqu'on ne savait pas ce que fabriquait le placenta, et de là est née l'idée que le placenta fabriquait peut-être lui aussi un anti-VEGF, pas un anticorps monoclonal anti-VEGF, mais une protéine qui pourrait neutraliser le VEGF chez la mère. Et donc, Soukatmé demande à Karumanchi, qui va faire une découverte majeure en 2003, de comparer tout simplement les transcrits, les ARN produits par les placentas normaux versus prééclamptiques. Je crois que c'est 10 placentas versus 10. C'est vraiment le papier, théoriquement, à 10 €. Et en fait, il voit que les prééclamptiques ont un placenta qui fabrique, en tout cas, qui ont 200 gènes un petit peu dérégulés, up ou down régulés. Et sur ces 200 gènes, il va s'intéresser aux gènes qui codent pour des protéines petites, solubles, qui vont passer dans le sang maternel, et donc suffisamment petites pour passer chez la mère. Et en fait, dans les gènes comme ça qui filtrent, il y a FLT1. Et depuis 20 ans, cette découverte n'arrête pas de tout changer. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de progrès thérapeutique majeur, mais on peut souhaiter que ce soit imminent. Alors, FLT1, c'est en fait un anti-VEGF parce que c'est la forme soluble d'un récepteur du VEGF. Alors, notre endothélium, il est nourri par le VEGF grâce à un récepteur membranaire qui va signaliser avec des tyrosines kinases et induire un signal de survie pro-angiogénique, etc. Donc, si vous fabriquez la forme soluble du récepteur et que vous le mettez, ce que fait le placenta des prééclamptiques, dans la circulation, vous avez un ligand du VEGF qui circule et qui va venir voler le VEGF ici de la mère et donc provoquer une carence en VEGF. Donc, quand il voit ça, quand il voit que le placenta fabrique FLT1, il fait l'hypothèse que la prééclampsie, hypertension protéinurie, est liée au fait que la mère n'a plus de VEGF circulant parce que le placenta fabrique son récepteur soluble. Et en effet, quand vous regardez les fameuses villosités placentaires que je vous ai montrées tout à l'heure, mais ici en coupe histologique, et que vous faites une immunohistochimie pour voir la quantité de FLT1 qui est fabriquée en protéines, vous voyez, là on n'est plus sur l'ARN, que les villosités placentaires expriment beaucoup de FLT1 dans les placentas prééclamptiques. Et dans le sang de la mère, les femmes enceintes, prééclamptiques par rapport aux grossesses normales, ont 2 fois plus de FLT1, et si elles ont une prééclampsie sévère, elles en ont 3 à 4 fois plus. Et quand elles accouchent, c'est les barres blanches, il n'y en a plus, donc c'était bien placentaire. Ça ne prouve pas que la prééclampsie est liée à FLT1, mais quand on met le gène humain de FLT1 dans un virus non virulent, qu'on injecte à des rats gravides, donc le virus va dans le foie des rats qui sont enceintes, les hépatocytes infectés se mettent à fabriquer les protéines virales, c'est-à-dire FLT1 humain, ou rien, puisqu'évidemment l'étude est contrôlée, il y a un virus vide injecté à côté.
ben, on voit que les rats infectés, entre guillemets, avec FLT1 développent une hypertension, une protéinurie majeure et une endothéliose. Bon, là, on est chez le rat, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais vous voyez en haut les rats infectés avec un virus vide, vous voyez bien les lumières des capillaires glomérulaires. En bas, vous ne voyez plus les lumières des capillaires glomérulaires. Tout ça, c'est du cytoplasme. Et on sait depuis que c'est la courbe bleue. Une femme enceinte normale, bah, elle fabrique FLT1. Mais en ce moment, si vous n'êtes pas enceinte, vous n'avez pas de FLT1. Donc là, c'est 1 nanogramme ml à peu près dans le sang circulant. Et qu'à la fin de la grossesse, peut-être pour freiner l'angiogénèse placentaire, on ne sait pas bien, et ben, FLT1 augmente physiologiquement, ce qui explique l'endothéliose qu'on a vu tout à l'heure. Mais surtout, on voit que si vous regardez la cinétique de la concentration de FLT1 chez la femme qui va faire une prééclampsie, c'est la courbe rouge, vous voyez qu'à partir de 20 semaines d'aménorrhée, ben, il y en a beaucoup plus chez les femmes prééclamptiques. Et vous savez peut-être que le poids de la génétique est très important chez la prééclamptique, c'est-à-dire on estime qu'à peu près 50% du syndrome est génétiquement déterminé, il y a des familles de prééclamptiques. Et jusqu'à présent, les analyses des GWAS recherchaient des polymorphismes sur des SNP connus chez les femmes prééclamptiques versus pas prééclamptiques, avaient à peu près tout échoué, c'est-à-dire qu'il y en a eu 2 qui étaient positives avec des Lucky improbables, etc. Et puis un jour, il y a quelqu'un, heureusement, qui a eu l'idée de faire une GWAS non pas sur l'ADN de la mère, mais sur l'ADN du placenta, puisque le placenta, encore une fois, comme le fœtus, est génétiquement codé par la mère et le père. Et quand vous faites une GWAS sur le placenta des prééclamptiques, vous avez un locus qui sort, et c'est le locus de FLT1. Alors, ici, là, vous êtes dans le DES de réanimation, donc on va parler du phénotype grave de prééclampsie, c'est-à-dire pas l'hypertension protéinurie qu'on voit assez souvent, mais les phénotypes qui peuvent aller jusqu'à l'insuffisance rénale aiguë, qui peut aller dans le foie jusqu'à une nécrose de l'endothélium hépatique et donc à une microangiopathie thrombotique. Et puis dans la tête, pareil, probablement par défaut en VEGF, à un œdème cérébral lié à une hypertension artérielle, mais qu'on voit pour des tensions qui sont plutôt basses par rapport à un adulte qui ne serait pas enceinte. C'est-à-dire que vous savez qu'on peut tous convulser sur une HTA maligne. On a tous un seuil individuel probablement. Moi, c'est peut-être 22-12 ou 25-15, j'en sais rien. Ben, quand on est enceinte, on voit des femmes convulser. On appelle ça l'éclampsie dès 16-10. Et probablement parce qu'il y a cette anomalie endothéliale qui est systémique. Alors, si on regarde le phénotype extrême, et là je parle aux réanimateurs qui vont être confrontés à des HELP syndromes, parce que c'est des patients qui sont surveillés en réanimation. Donc, c'est des femmes qui ont une dysfonction endothéliale, mais probablement avec nécrose endothéliale, en tout cas activation de la coagulation dans le foie. Donc, c'est l'équivalent du SHU, mais dans le foie et de cause placentaire. Donc, vous avez une formation de caillots de fibrine où se fracassent les globules rouges. Donc, vous avez une anémie hémolytique et une thrombopénie. Mercé Jourdain vous en parlera plus. Mais chez la femme enceinte prééclamptique, ce phénomène, il a lieu dans le foie. Ici, c'est une pièce d'autopsie. Vous voyez une coloration au bleu de tungstène qui colore la fibrine en bleu. Vous voyez une coagulation massive du foie. Ce HELP syndrome, là, il complique probablement à peu près 10% des prééclampsies. C'est un critère de gravité. Il peut survenir en postpartum 1 fois sur 3 et il est défini par une MAT avec évidemment une atteinte hépatique. Alors ici, il faut surtout regarder les ALAT en fait, parce que les ASAT, il y en a aussi dans le globule rouge, donc il faut être attentif. Mais si vous avez une MAT dans le foie, les femmes auront une barre épigastrique, c'est le signe clinique. Et puis, il y aura une élévation, pas seulement des ASAT des globules rouges, mais également des ALAT. Et là où, alors cette diapositive, elle peut vous sembler ridicule, mais en fait, c'est la plus perturbante. C'est qu'en réanimation, vous allez voir des HELP syndromes, des femmes avec un HELP syndrome, donc hypertension protéinurique, barre épigastrique, anémie, thrombopénie. Vous verrez souvent que, à peu près 1 fois sur 5, elles ont une insuffisance rénale aiguë organique, vous aurez peut-être à les dialyser. Et en fait,
c'est là où il faut être, savoir se tempérer un petit peu, pas forcément appeler une néphrologue, parce que comme on est dans un contexte de micro-angiopathie thrombotique dans le foie, si vous observez une insuffisance rénale aiguë avec une micro-angiopathie thrombotique, vous risquez, parfois il faut faire une démarche de diagnostic différentiel, mais vous risquez de vous demander si en fait ce n'est pas justement un syndrome hémolytique et urémique atypique par dérégulation de la voie alterne du complément, un CHU atypique, puisque le CHU atypique, quand on a une prédisposition génétique, c'est-à-dire un défaut d'inhibition génétiquement déterminé de la voie alterne, eh ben, on risque une poussée après l'accouchement. Mais ces femmes qui ont un CHU atypique ont une histoire complètement différente. Elles n'ont pas de prééclampsie, elles accouchent normalement, et après l'accouchement, où il y a une grosse activation du complément, on voit leur défaut d'inhibition de la voie alterne. Alors, dans la vie réelle, ce n'est pas toujours aussi simple, mais sachez que dans le HELLP syndrome, qui, je le répète, est un syndrome où la MAT est dans le foie, il y a régulièrement une insuffisance rénale aiguë, mais il n'y a pas de MAT dans le rein. Quand on biopsie les reins de femmes enceintes qui ont un HELLP syndrome, pour être sûr qu'elles n'ont pas une MAT dans le rein, c'est ce qu'on ne fait plus, si la MAT régresse après la délivrance du placenta, on voit une nécrose tubulaire aiguë, pas de microangiopathie thrombotique. Donc ça, c'est peut-être le message principal du cours, c'est ça. Et pour autant, et c'est là que ça devient très très compliqué, et de temps en temps, quand même, on est obligé au lit du malade de vraiment réfléchir à plusieurs, c'est quand on neutralise le VEGF avec du bevacizumab, où là, on ne donne pas de MAT dans le foie, on peut observer l'hypertension, la protéinurie, je vous l'ai dit, mais de temps en temps, on a une insuffisance rénale aiguë avec l'endothéliose glomérulaire. Ça, ce n'est pas surprenant, puisqu'en fait, on neutralise le VEGF comme un placenta, mais il y a un phénotype aussi extrême sous anti-VEGF ou sous antityrosine kinase ou sous anti-pan-kinase, puisque maintenant, il y a des anticorps monoclonaux qui neutralisent tout, qui peut aller jusqu'à la microangiopathie thrombotique dans le rein. Donc, et probablement Mercier Jourdain va utiliser des cas un petit peu comme ça pour vous perdre. Vous pouvez avoir une MAT dans le foie et une nécrose tubulaire aiguë. Ça, c'est la grossesse prééclamptique grave mais typique. Et vous pouvez avoir une MAT médicamenteuse hors grossesse sous anti-VEGF ou anti-tyrosine kinase qui, là, va pouvoir aller jusqu'à la MAT dans le rein. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais la plupart des patientes enceintes que vous verrez n'ont pas ça. Alors, pour finir, est-ce que ces découvertes ont occasionné des progrès ou pas? Oui, alors vous ne le voyez pas encore aujourd'hui, mais oui, il y a quand même eu des progrès. Bon, d'abord, ça risque de ne pas être très fréquemment utilisé, mais ça fait partie des choses qu'on prouvait que FLT1 avait un effet pathogène. Vous pouvez essayer d'enlever FLT1 pour améliorer l'état de la mère. En fait, si vous utilisez des colonnes d'aphérèse qui sont utilisées dans les dyslipidémies graves, vous pouvez en fait absorber non seulement le LDL cholestérol, mais aussi FLT1, puisqu'en fait la technique d'absorption, ça utilise des dextrans chargés négativement qui absorbent FLT1 qui est chargé positivement. Et en fait, dans une étude américaine, sur peu de femmes, une dizaine, on voyait un effet de diminution de FLT1 d'à peu près 30% et de diminution de la protéinurie, de contrôle de l'hypertension artérielle. Ça a fait 1 ou 2 papiers. Ça permet de gagner quelques jours, ce qui peut être déterminant si la prééclampsie est très précoce. Nous, on l'a fait en France dans un PHRC régional qui s'est très vite arrêté parce qu'en fait, il y a un effet rebond qui fait que les femmes sont césarisées au bout de 48 heures dans un tableau qui est assez grave. Donc, je ne vous encouragerai pas à développer cette technique, mais enfin, sachez que ça a été fait. Alexandre, oui. Est-ce que je peux t'interrompre si on parle de FLT1? Donc, j'ai une question. En termes de diagnostic différentiel, comment se comporte FLT1 dans les PTT et les SHU? On imagine que l'hypoxie tissulaire fait sécréter par l'endothélium des calateurs de VEGF, pour l'interrogation. Oui, alors en fait, c'est une très bonne question. En fait, ça n'a pas été fait chez les rares femmes
qui ont un PTT ou un CHU atypique pendant ou juste après leur grossesse. Donc, en fait, la grossesse amène tellement de fritoine et le CHU atypique est tellement rare que je ne sais pas répondre à la question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez un PTT ou un CHU atypique ou une vascularite d'ailleurs, en dehors de la grossesse, vous avez une élévation de fritoine, mais qui est dans des proportions ridicules par rapport à une femme normale qui aura un placenta normal. Donc, en fait, on ne peut pas l'utiliser au lit du patient pour savoir si c'est une prééclampsie ou un CHU atypique chez une femme qui a un placenta. C'est trop compliqué. C'est vraiment l'histoire clinique et l'évolution après la délivrance qui va vous permettre de deviner le diagnostic. Après, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, je vous ai dit, il n'y a jamais la maths est dans le foie, quand on accouche, on guérit et tout ça. Il y a quelques femmes qui clairement ont un problème placentaire et qui ne guérissent pas forcément dans les 3 jours qui suivent la délivrance. Et c'est ces femmes-là qui posent le plus de problèmes et qui fait que de temps en temps, tout le monde s'appelle un peu. Ok, merci beaucoup. Le progrès thérapeutique majeur, celui-là, vous l'avez peut-être utilisé, mais il est compliqué un peu à utiliser, c'est qu'en fait, le VEGF, quand il touche notre endothélium, il active la hénosynthase et donc il fait produire du NO qui va diffuser dans les cellules musculaires lisses et exercer un tonus vasodilatateur. Donc, si je vous donne du VEGF, on ne le fait pas, hein, mais quand on a découvert le VEGF, il y a eu des expériences chez l'homme où on l'injectait, vasodilatation immédiate, vous passez à 6 de tension. Enfin, il ne faut surtout pas le faire, évidemment. Mais le VEGF fait ça. Et donc, un anti-VEGF fait monter la tension en neutralisant le VEGF naturel. Dans ce travail-là, qui n'est pas très vieux, a été redémontré quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, qui est la relative résistance des femmes enceintes aux vasopresseurs endogènes. Vous savez que si vous êtes enceinte, ici c'est des souris, vous voyez quand elles sont enceintes, c'est les ronds, et qu'on leur injecte de l'angio-2 à J12 de grossesse, chez la souris la grossesse c'est 21 jours, hein, et ben, on a une réponse précise qui est atténuée si on est enceinte, c'est-à-dire si on a un placenta. Bon, tout ça a été connu depuis très très longtemps. Maintenant, si vous prenez les souris qui vont être non seulement enceintes, mais à qui vous avez amené ou pas le virus humain, le gène humain de FLT1, donc finalement à qui vous avez donné un anti-VEGF par génie génétique, et ben vous voyez que ces souris-là, c'est les ronds blancs, et ben elles redeviennent hypertendues sous angio-2. Donc vous avez recouvré un tonus vasoconstricteur sous angio-2. Pourquoi? Parce que vous avez fait disparaître l'effet biologique du VEGF qui était un donneur de NO. Et vous savez sûrement qu'on sait booster un petit peu le tonus de NO. Hein, vous savez que quand on a un syndrome coronarien, on peut donner de la trinitrine, mais qu'il y a très vite un échappement, et du coup, on ne donne pas de la trinitrine tous les jours aux patients. C'est vraiment un effet très aigu à cause de cet échappement. Mais par contre, on connaît une façon de donner durablement du NO qui est le Viagra, enfin le sildenafil ou le tadalafil, les inhibiteurs de PDE5, qui sont des inhibiteurs de la dégradation du médiateur biologique du NO, qui est le GMP cyclique. Donc, quand vous prenez une pilule de Viagra, vous empêchez la destruction de GMP cyclique, donc vous augmentez l'activité du NO, et comme vous savez, ça se voit surtout dans les corps caverneux, et du coup, ça donne des érections. Bon, ce n'était pas le but, hein. Le but, c'était de traiter les coronariens. Enfin, c'est un bon donneur de NO. Et du coup, le Viagra a été essayé déjà chez les souris hypertendues, car prééclamptiques, car infectées avec un virus contenant le gène humain de FLT1, et ça marche très bien. En fait, vous perdez la réponse passive à l'angio-2, je passe assez vite parce que c'est des souris, hein, mais avec un effet théoriquement intéressant sur la croissance intra-utérine, puisque les souriceaux naissent avec un poids un petit peu plus élevé. Et donc, ça a été essayé comme traitement anti-hypertenseur dans la prééclampsie. Il y a eu plusieurs essais, ça c'est l'essai brésilien le premier,
Et ça marche très bien, en fait. Hein. Vous avez un effet antihypertenseur qui est franc. Vous perdez 16 mm de mercure de pression artérielle moyenne. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace si vous l'avez déjà utilisé. C'est hors AMM, hein, évidemment, il faut prévenir les patients, votre pharmacien, les gynécologues, etc. Mais si vous l'avez utilisé, c'est beaucoup plus rapidement efficace que le Loxène, l'Aldomètre, le Trandate, enfin tout ce qui est autorisé. Et il faut l'avoir en tête dans les cas notamment d'hypertension maligne, c'est-à-dire chez la femme enceinte, ce qu'on appelle l'éclampsie, quoi. Sans effet secondaire, c'est comme chez l'homme impuissant, ça fait un peu mal à la tête, mais c'est tout. À cause de ces résultats, ça a été aussi testé dans le retard de croissance intra-utérin, sans prééclampsie, hein, et en fait, ça n'a pas marché. Donc, c'est vraiment à utiliser comme traitement antihypertenseur, et en fait, post-délivrance, parce que dans cet essai qui était un essai mondial, l'essai Strider, il y a eu plein de pays qui ont participé. Bon, c'est un essai négatif, hein, donc dans les RCU, ça ne marche pas. Mais dans le bras hollandais, il y a eu des nouveau-nés qui sont morts d'HTAP. Or, vous savez que les inhibiteurs de PDE5, c'est le traitement de l'HTAP, le tadalafil et le sildenafil. Et donc, on imagine que ces bébés ont été sevrés brutalement d'un vasodilatateur artériel pulmonaire. C'est arrivé dans aucun autre pays, donc c'est compliqué de comprendre ces résultats. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il ne faut pas le donner chez une femme qui n'a pas encore accouché. Mais si vous êtes en face d'une éclampsie ou du HTA très sévère chez une femme prééclamptique, bah, vous pouvez être conventionnel et faire Loxène, Aldomètre, Trandate, mais vous pouvez aussi, hors AMM, prescrire ces médicaments qui sont hyper bien tolérés si l'enfant est sorti. Voilà. En pratique, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, la réalité, ce n'est pas toujours un placenta, une prééclampsie, une histoire simple. C'est parfois une prééclampsie, un HRP, une hémorragie de la délivrance, des docteurs par-dessus qui rajoutent des médicaments procoagulants, antifibrinolytiques, notamment l'hexacil. Et donc, il faut savoir que si vous poussez le bouchon un peu loin, pour des bonnes raisons, hein, encore une fois, hémorragie de la délivrance, et que vous utilisez ces produits, bah, vous pouvez avoir des nécroses corticales, comme chez la lapine de la première diapositive. Et donc, je vous enjoins, si vous utilisez l'hexacil, à respecter les recommandations, parce que quand on s'est aperçu de ses vertus dans l'hémorragie de la délivrance, c'est un peu dérivé, c'est-à-dire qu'au lieu des 1 gramme plus ou moins 1 préconisés dans les recommandations, il y a eu des femmes qui ont eu 6, 10, 12 grammes et qui ont perdu leur rein et qui sont aujourd'hui transplantées. Mais il y a des pays où elles sont décédées. Donc, si vous l'utilisez bien, l'acide tranexamique, il n'y a pas de problème. Si vous l'utilisez mal, ça peut vous revenir en boomerang. Un tout petit cas clinique pour terminer. Une femme jeune, pas d'antécédents, première grossesse, qui est transférée pour insuffisance rénale aiguë, dans un contexte d'hémorragie de la délivrance, pas de prééclampsie, juste un travail long, voyez. Ben aujourd'hui, ça c'était en 2000, il y a une dizaine d'années, hein. On ferait plus ça parce qu'elle a eu 3 grammes d'hexacil. Et ben elle a beaucoup saigné, hein, elle a eu des culots globulaires, du plasma, de l'hexacil, du fibrinogène. Et en fait, elle arrive avec une anémie, une thrombopénie, 2000 de LDH, pas de schizocyte, une haptoglobine nulle, des urines, c'est n'importe quoi, il y a du sang, des protéines. Ben, si on vous demande ce que c'est, c'est en fait une insuffisance rénale aiguë Cadigo 3 dans un contexte d'hémorragie massive, chez une femme, encore une fois, dont l'endothélium est un peu sensible, mais ça devrait être une nécrose tubulaire aiguë ischémique, mais il faut écarter la nécrose corticale et exclure la MAT, parce que l'anémie thrombopénie, ici, elles sont hémorragiques. Donc, c'est probablement une nécrose tubulaire aiguë, mais avant de rentrer dans la chambre et dire à la patiente, vous inquiétez pas, vous allez repisser dans 10 jours, récupérer dans 20 jours, il faut vérifier qu'il n'y a pas ces images typiques de nécrose corticale avec une angio-IRM ou un scanner ou une écho à bulle si vous avez ça. Ma dernière diapositive, c'est celle-là, pour vous dire que quand vous avez une femme enceinte dans vos lits, c'est une femme qui a un bébé, évidemment, mais qui a un placenta, que ce placenta, même normal, fabrique beaucoup de FLT1, et je n'ai pas parlé de tous les facteurs anti-angiogéniques parce que c'est celui-là le plus important, et que ce FLT1, même normal, sensibilise ces petits vaisseaux, son endothélium.
Si le placenta n'est pas normal, alors là, le sensibilise beaucoup. D'ailleurs, ça va se voir. Vous allez avoir une hypertension et une protéinurie. Et que, parce qu'il fabrique aussi d'autres choses, de l'endoglynine soluble et autres, vous pouvez même avoir un phénotype grave. Dans le foie, une MAC, la barre épigastrique, le HELP. Dans la tête, un œdème cérébral postérieur, c'est un PRES syndrome comme dans l'HTA maligne, mais pour des pressions artérielles plus basses. Et que donc, vous devez en tenir compte dans votre prise en charge. Voilà, c'était ma dernière diapositive. Donc, maintenant, je vais arrêter le partage et répondre à vos questions. Merci infiniment, Alexandre. J'en ai une qui est intervenue depuis quelques minutes, mais je voulais te laisser finir et en plus, ça tombe bien avec ta conclusion. Bonjour, j'ai du mal à comprendre pourquoi la base physiopathologique de la prééclampsie est un phénotype anti-angiogénique avec synthèse de FLT1, alors que sur le plan histologique, il existe une insuffisance de vascularisation avec une hypoxie placentaire. Pourquoi n'est-ce pas un phénotype plutôt pro-angiogénique du placenta pour contrer l'hypoxie placentaire? C'est une excellente question. Ça fait 20 ans que cette question pose problème. Ce qu'on voit en fait, je ne vous ai pas tout raconté, c'est que le placenta prééclamptique fabrique beaucoup de récepteurs membranaires du VEGF. Donc là, ça va vous faire plaisir parce que c'est logique, probablement pour profiter davantage du VEGF et améliorer l'angiogénèse qui est défectueuse. Et ce qu'on voit, c'est que malheureusement, et c'est par épissage alternatif, on produit aussi beaucoup de ce variant soluble qui, du coup, passe dans le sang de la mère. C'est probablement pas le but, mais peut-être que c'est le but quand même. En tout cas, ce qu'on voit, c'est les deux, c'est-à-dire on voit un placenta qui exprime beaucoup le récepteur normal pour bénéficier d'effets pro-angiogéniques et qui balance, pour des raisons d'épissage alternatif, la forme soluble. Après, il n'est pas complètement impossible de penser que cette hypersécrétion de la forme soluble a aussi un but, mais là, on est vraiment dans la spéculation, quoi. En tout cas, probablement que tout ça est fabriqué pour des raisons locales et que la mère, elle est victime collatérale d'un truc qui se passe très à distance. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Alexandre? Profitez-en. Alors, Alexandre Bras, la survenue d'une insuffisance rénale aiguë type nécrose tubulaire aiguë, par exemple de cause hémorragique, au cours d'une grossesse, prédispose-t-elle à une prééclampsie à la grossesse suivante? Non. En fait, une prééclampsie prédispose à une récidive de prééclampsie. Je vous ai dit 4% de prééclampsie chez les primipares. Donc, c'est le risque qu'on donne aux femmes gestantes dont c'est le premier enfant. Quand elles ont fait une prééclampsie, le risque de récidive, il est de 20%. Donc, on leur dit, il y a 4 chances sur 5 que ça ne récidive pas, il faut rester positif. On les met sous aspirine en tenant compte de ce surrisque, mais elles ont quand même, du coup, un risque augmenté. Alors après, ça va peut-être répondre à votre question. Plus la prééclampsie a été sévère, par exemple un HELP syndrome, une nécrose tubulaire aiguë, plus quand même ça augmente le risque de récidive de prééclampsie. Mais je ne sais pas répondre à la question de savoir si c'est l'insuffisance rénale aiguë qui modifie quelque chose qui fait que le prochain placenta s'implantera pas bien. Ce qu'on voit, c'est plutôt plus la prééclampsie est sévère et plus il y a des chances que ça récidive. Un HELP, par exemple, quelqu'un qui fait un HELP, on leur dit plutôt le risque de récidive 30-40%. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pendant que vous y réfléchissez, finalement, si on comprend bien ton message, donc on a bien compris qu'effectivement, c'était fondamental de garder à l'esprit que ce qui se passait dans le foie ne pouvait ne pas se traduire dans le rein, et donc si la MAT était dans le foie, on pouvait, dans la plupart du temps, avoir en fait une nécrose tubulaire aiguë au niveau du rein. Quelles sont les quelques situations auxquelles on doit, qui doivent nous alerter sur éventuellement une indication d'une biopsie? Alors, le pire qui peut vous arriver, ça doit arriver probablement une fois par semaine en France. Hein, c'est vraiment rare, mais quand ça arrive, c'est là que voilà, il faut que tout le monde s'appelle.
c'est une femme qui a une prééclampsie, un HELLP syndrome, vraiment prééclampsie typique, barre épigastrique, qui du coup a une microangiopathie thrombotique, bon voilà, qui va peut-être faire l'insuffisance rénale aiguë, elle accouche, et en fait, il faut se donner 3 jours, ça on l'a montré, il faut 3 jours pour qu'une fois que le placenta est parti, les plaquettes remontent, les LDH baissent, etc. Et le pire qui peut vous arriver, c'est que au 4e jour, la microangiopathie thrombotique persiste, voire s'aggrave. Et c'est là où vous allez devoir rentrer dans un processus de diagnostic différentiel très important, parce que soit vous faites rien en disant c'est probablement placentaire, il faut un peu plus de temps. Enfin, si vous avez une patiente qui est en défaillance neurologique, hépatique, ou qui a une microangiopathie thrombotique qui s'aggrave, c'est quand même joueur. Soit vous vous dites, c'est peut-être un CHU atypique ou un PTT, je vais faire des échanges plasmatiques. Soit vous avez déjà la dame TS13 qui est normale et vous dites, c'est un CHU atypique, je fais de l'éculizumab. C'est là où vous allez être dans ce diagnostic différentiel-là. Ce qu'on voit, en tout cas dans mon expérience, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont pas de CHU atypique, on le saura 3 mois après ou 6 mois après, parce qu'on aura tous les gènes de la voie alterne du complément où il n'y a pas de variant, qui n'ont pas de PTT, parce que ça c'est facile, on a la dame TS13 qui a plus de 10%, et qui ont quand même une masse qui dure alors que le placenta est parti. Là, en pratique, souvent, on préconise une injection unique d'éculizumab en disant peut-être qu'il y a un équivalent de CHU atypique, pas génétique, c'est-à-dire qu'il ne va pas nécessiter d'être entretenu par l'éculizumab pendant 1 an, mais qui est peut-être quand même quelqu'un qui ne sait pas bien ou qui a un hyper-emballement de la voie alterne du complément, parce que dans le HELP, il y a une hémolyse, et l'EM, alors là, on est un peu dans des raretés, et puis je ne veux pas vous faire peur parce que ça devient compliqué, mais l'EM est quelque chose qui active puissamment la C3 convertase. Et donc, on imagine que dans ces situations, sur un endothélium gravide, avec une hémolyse massive, on peut avoir un équivalent de CHU atypique très transitoire, mais qu'il faut quand même bloquer par l'éculizumab. Donc, je dirais que le pire qui peut vous arriver, c'est ça, c'est J4 post-délivrance, une MAT qui ne guérit pas, et vous hésitez entre les échanges plasmatiques, l'éculizumab, une fois ou 1 an, tant que vous n'avez pas la génétique en tout cas, et c'est là où vraiment il faut réfléchir à plusieurs, parce que c'est des situations très difficiles. Et chez ces patientes-là, quand on va jusqu'à les biopsier, parce qu'évidemment on les biopsie, du coup, puisque ça ne guérit pas, on peut voir, un peu comme sous bevacizumab, on peut voir un peu de mat dans le rein. Bon, c'est là où je ne devrais pas vous le dire, parce que du coup, ça va tous vous perdre, mais ce que je veux dire, c'est que je vous ai raconté des trucs typico-typiques, mais évidemment, de temps en temps, Jean-Damien est bien placé pour le savoir, de temps en temps, on a des patientes qui sont un petit peu atypiques et dont on saura bien plus tard qu'elles n'avaient pas de PTT, qu'elles n'avaient pas de CHU atypique, et chez qui on a fait des échanges plasmatiques ou de l'éculizumab, quoi. Et ça, c'est un peu... c'est un petit cauchemar, quoi. Mais après, ça arrive, quoi. Ok, merci beaucoup. Autre question, pourquoi cette MAT a un tropisme hépatique? Très bonne question. Quand on compare l'expression des gènes de prééclamptique avec HELP syndrome, MAT dans le foie, et des placentas prééclamptiques sans HELP syndrome, sans MAT dans le foie, on voit un autre facteur anti-angiogénique uprégulé, qui est l'endoglyne soluble. L'endoglyne, vous connaissez, c'est ce qui est muté dans un des rendus osculaires, c'est le récepteur endothélial du TGF-bêta. Si vous infectez des souris gravides avec un virus qui amène l'endoglyne humaine, il ne se passe rien. Si vous infectez une rate gravide avec un virus qui amène FLT1 humain, je vous l'ai dit, vous avez une prééclampsie. Hypertension protéinurée. Si vous infectez une rate gravide avec un virus qui contient et FLT1 et l'endoglyne soluble, vous avez une MAT dans le foie. Vous avez un HELP syndrome. Donc, le HELP syndrome est lié à l'exposition
à deux facteurs anti-angiogéniques puissants que sont la forme soluble du récepteur du VEGF et la forme soluble du récepteur endothélial du TGF-bêta, mais dans des proportions importantes, et il y a probablement un effet synergique, parce que quand on compare l'endoglyn protéine, cette fois-ci, dans le sang des femmes qui ont AL versus qui n'ont pas de L, on ne voit pas de différence, donc probablement, on ne va pas faire de mathématiques, mais probablement, il faut les deux facteurs pour arriver à induire une MAT chez des femmes qui ont peut-être un endothélium hépatique qui a des variants de récepteurs. On ne sait pas très bien, puisque ça, pourquoi des femmes qui ont un variant, par exemple, si on se transpose dans le rein, pourquoi il y a des femmes qui ont un variant pathogène de la voie alterne qui vont faire un CHU atypique et d'autres qui n'en feront jamais? On ne sait pas. Donc, chaque endothélium d'organe a probablement des façons de se défendre contre une agression, contre un truc procoagulant, mais chaque personne a aussi son bagage génétique ou acquis qui explique une sensibilité quand il y a un placenta un peu anormal. Donc, c'est compliqué, mais disons que là, il y a deux facteurs anti-angiogéniques en jeu. Super, merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine cette séance? Alors, Quentin nous dit merci beaucoup. Merci pour tes questions, Quentin, qui ont été très pertinentes. Pas d'autres questions? Profitez-en. De toute façon, le webinaire est enregistré, hein, donc de toute façon, vous pourrez le revoir sur le site. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à te remercier infiniment encore, Alexandre, pour cette présentation qui est très claire, tout en nous faisant part aussi des particularités, des complexités. Mais je crois que bien garder les messages principaux, et ça, je crois que c'est important. Et puis, le message aussi, c'est évidemment, voilà, dès que ça devient très complexe, il faut surtout ne pas s'interdire d'appeler le néphrologue et Alexandre. Ou le réanimateur, moi, quand vous voulez. Mais en tout cas, il faut être à plusieurs, quoi, parce que c'est des décisions difficiles. Super. Eh ben, merci beaucoup et puis bonne soirée à tous et encore une fois, tous mes merveilleux pour cette année. Et heureux.